Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau wrap-up mensuel de mes lectures du mois d'avril. Je dis on se retrouve, mais techniquement c'est un petit peu nouveau parce que c'est la première fois que je poste ce genre de contenu sur YouTube. Applaudissements, voilà. D'habitude, un peu de contexte, au cas où vous n'êtes pas... Au cas où on se connaît pas. D'habitude, je fais des petits wrap-up dans ma story amis proches sur Instagram pour mes amis et mes ouf. Ça fait quelques années que je fais ça. Et puis, j'ai des amis qui n'arrêtent pas de me dire « Roxane, tu devrais faire un podcast. Je t'écouterais tellement. Si tu faisais un podcast, moi, évidemment, je me prends la grosse tête. » Voilà. Et puis... Une story Instagram, c'est un peu contraignant parce que déjà ça disparaît et puis ensuite je me dis, je m'empêche de parler autant que je veux parce que je me dis tout le monde s'en fout. En plus tu peux pas mettre pause. Du coup vas-y, la go est insupportable, elle fait que parler, du coup tu dois skip, voilà. Je ne veux pas infliger ça même à mes meilleurs amis, tu vois. Du coup, pourquoi pas poster sur YouTube et en plus, comme ça, je peux satisfaire cette fantaisie que j'ai depuis mes 11 ans, voilà. Parce que concrètement, ça fait 10 ans que je parle toute seule dans ma chambre face à mon mur, comme si je postais des vidéos booktube. Parce que quand j'avais 11 ans, je suis tombée sur le booktube et j'étais en mode « Waouh, c'est tellement mon rêve, j'aimerais tellement... » faire des vidéos YouTube où je parle de livres. Et ce jour est arrivé. Voilà. Donc, au lieu de te parler toute seule ou de parler dans ma story, je vais faire ça sur YouTube. Donc, au cas où vous faites partie des gens qui me découvrent avec cette vidéo, et bah bienvenue. Je m'appelle Roxane, j'ai 21 ans et je sais lire. Voilà, c'est à cette information qu'il vous faut. Sur moi, je pense. De base, je voulais faire ça, je m'étais dit je vais faire ça genre professionnel, je vais pull up une caméra, je vais me poser sur mon bureau, comme ça il y a une table et tout, je suis dans un espace propice. Au final, je suis sur mon lit, mais on est bien. Je trouve que le fond est plus esthétiquement plaisant que ce qu'on verrait si j'étais sur mon bureau. Voilà, en plus ça représente bien qui je suis. Voilà, non, attends, faut pas qu'elle cache... Bon, on s'en fout. Elle cache un peu mon côté d'une, mais c'est pas grave. Voilà. Ferme ta gueule. Petit PSA aussi pour mes potos sûrs. Comme de base je faisais ça dans ma story, moi ce que j'aimais bien avec les stories c'est que tu peux live react, voilà, en mode tu peux répondre directement à la story, ce que tu ne peux pas faire sur une vidéo YouTube. Du coup mes copains, si jamais vous voulez traiter mes DM comme un espace commentaire sur un live Twitch et juste live react et me dire à quel point j'ai raison et que je vous ai fait rire, etc. Ou me dire que je dis de la merde, vous pouvez. Mes DM sont ouverts. Et aussi, si on ne se connaît pas, mais que vous voulez quand même venir me taper la discute, mes DM sont ouverts à tout le monde sur Instagram. J'adore discuter. Alors, j'ai 5 livres à vous présenter aujourd'hui, dont 3 que je n'ai pas en format physique, ce qui me frustre allègrement parce que j'aime bien montrer les livres et les tenir dans la main, mais ce n'est pas grave, life goes on, obladi oblada comme on dit les Beatles. Les 2 premiers livres dont je vais parler, c'est que ce mois-ci j'ai fini mon reread / juste lecture de tous les Hunger Games. Voilà, parce que on est dans une période Hunger Games, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome ou un nouveau film qui sort. Le mois dernier, j'ai relu toute la trilogie. Et là, découverte, je n'avais jamais lu Ballad of Songbirds, titre beaucoup trop long. Je n'avais pas vu le film non plus. Et du coup, une fois que j'avais lu tout ça, j'ai pu lire le nouveau Lever de soleil sur la moisson, Sunrise on Reaping. Mais du coup, on va commencer par Ballad of Songbirds and Snakes. Je ne vais pas présenter Hunger Games parce que
Et gros, ça y est, tout le monde sait ce que c'est. Je ne vais pas non plus présenter ce livre-là parce que pareil, tout le monde sait ce que c'est le préquel sur Snow. Est-ce que j'ai besoin de dire de quoi ça parle? Tout le monde a vu au moins le film, tu vois. Bref, moi j'avais pas vu le film. Et en vrai, je m'étais rien fait spoil. Dieu merci. Et du coup, j'ai passé franchement un très bon moment parce que c'était full découverte du livre et le livre était très sympa. J'ai quand même été un petit peu déçue. Je pense juste que mes attentes étaient beaucoup trop hautes. Voilà, on parle quand même d'un livre pour ados, donc voilà. En vrai, j'ai pas tant de choses à dire dessus. Parce que c'est clairement le... En vrai, je sais pas. J'allais dire c'est le tome de Hunger Games que j'ai le moins aimé, mais c'est quand même mieux que le troisième... C'est quand même mieux que le troisième tome de Hunger Games. Je sais plus comment il s'appelle. Tout est mieux que celui-là, parce que je l'ai pas aimé du tout. Anyway. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je trouve... J'ai été déçue par le personnage de Snow. Je m'attendais à plus. Je trouvais qu'il était beaucoup moins intéressant dans son propre livre plutôt que dans la trilogie originale. Voilà, parce que dans la trilogie, moi je trouve que c'est un personnage qui est fascinant. Je trouve qu'il est, j'allais dire, très très swag. Non, justement. Il fait peur, il est intéressant, il est mystérieux. Tu veux savoir qui est ce mec. Et je trouve que le préquel sur lui arrive à le rendre plus fade et moins intéressant que la trilogie. Comme quoi, des fois, il faut juste moins en dire. Je trouve que le moins on en sait sur le personnage, le plus c'était intéressant. Après, c'est juste mon avis, parce que du coup, je trouvais... Enfin, j'ai pas trop kiffé comment il avait été écrit. Peut-être que s'il avait été écrit différemment, ça aurait été plus sympa. Mais bon, it's ok. J'ai beaucoup aimé apprendre toutes les nouvelles choses sur le lore de Hunger Games, voir les différences entre les débuts des Hunger Games et la fin, voilà. C'était sympa, j'oublie de ouf. Écoutez, ça date du début du mois, d'accord? J'ai un peu... En fait, je les ai tellement speedés, je les ai tellement gobés, j'avoue, j'aurais peut-être pas dû, mais voilà. Pas grand-chose d'intéressant à dire dessus. Par contre, Sunrise on the Reaping, quel banger! J'ai oublié de dire. Ballad of Songbirds, truc, j'ai mis genre 3 étoiles et demie. Ce qui est relativement correct. 3 étoiles et demie, je sais plus exactement. Sunrise on the Reaping. Énorme banger, énorme classique. Ça m'a fait ressentir ce que j'avais ressenti la première fois quand j'ai lu les Hunger Games et que j'avais 11 ans et que j'étais dans mon jardin. Voilà, beaucoup d'excitation. Comme toute personne normalement constituée, mes personnages Hunger Games préférés sont Katniss et Haymitch. Par contre, je m'en fous un peu du reste. Mais donc du coup, j'ai... Parce que je suis fan de Hunger Games, mais je suis pas fan, tu vois. Je suis fan, mais je suis pas dans les tranchées. Donc moi, j'aime Katniss, j'aime Haymitch, j'aime la relation entre les deux, les parallèles entre les deux. J'aime Haymitch et Effie en tant que relation et en tant que ship. Et juste, j'aime les deux. Voilà, le reste, je suis moins... Voilà, donc, un préquel sur Haymitch. Voilà, en plus, je me rappelle que au moment où ça avait été annoncé que le livre allait sortir, genre quelques jours avant, on avait parlé... avec Aline, on était en train de parler en mode ah putain, imagine, ça serait trop bien d'avoir un préquel sur Haymitch, sur les jeux de Haymitch et tout. Moi, je trouverais ça trop intéressant. Damn, comme ça, 3 jours après, ça a été annoncé. Peut-être que on a été doté du don de prophétie par Apollon. Peut-être. J'ai beaucoup aimé Sunrise on the Reaping. Je trouvais que c'était très bien écrit. Mieux que Ballade machin.
les personnages étaient tous... Je me suis beaucoup attachée à tous les personnages. Il y avait Plutarque, mon goat. Voilà, je l'adore, il est trop intéressant. Et là, pas comme Snow, où je trouvais que Snow est devenu encore moins intéressant quand on a eu des informations sur son passé, etc. Plutarque est 100 fois plus intéressant maintenant que il y a eu tout ce qu'il y a eu dans Sunrise on the Reaping que avant. Là, mon problème, c'est que je sais pas trop comment parler du livre sans faire des spoils. Ça va être le cas de tous les livres, parce qu'en vrai, j'ai envie d'en spoiler aucun. Le but de ces vidéos, c'est juste de vous donner envie de les lire ou de vous dire de pas les lire si c'est de la merde, mais pas forcément des spoils. Après, en vrai, tout le monde l'a déjà lu, le livre, maintenant. J'étais très admirative du fait que Suzanne Collins ait réussi à garder l'histoire intéressante et à toujours réussir à rajouter des petits bouts de trucs qui se rentrent bien dans l'histoire, mais qu'on connaissait pas avant. Parce que bah, les jeux de A. Minch, en fait, techniquement, on les avait entre guillemets déjà vus parce que bah, dans Catching Fire, ils regardent les jeux à la télé, donc on savait comment ça allait se finir. On savait comment Maisily allait mourir, etc. Et du coup, au début, j'étais un petit peu en mode, bah, je sais pas comment elle va pull off ça. Bon, du coup, c'est vrai que ça a un peu enlevé une part émotionnelle quand il y a eu bah, la mort de Maisily, parce que du coup, j'étais en mode, bon, bah, elle va mourir, dac. J'étais au courant. Mais avec tout ce qui se passe après. Voilà. Et aussi, je n'ai fait que me bouffer des edits parallèles entre Katniss et Haymitch sur TikTok. Voilà. Spoil, mais à la fin, quand il dit on a besoin de quelqu'un de exactement comme toi, et Mitch dit ouais, quelqu'un de plus chanceux, il dit ouais, plus chanceux, ouais, avec un meilleur timing, je paraphrase de ouf, je sais plus exactement ce qu'ils disent. Je suis en mode ah, Katniss. Et l'épilogue. En fait, non, mais du coup, je spoil pas, j'ai juste des mots, mais voilà, l'épilogue, je me tue. En fait, là, mon problème, c'est que je dis archi n'importe quoi et c'est ultra décousu. Et genre, je parle, je dis une idée et après je cut et puis je remets pour redire une autre idée et je sais pas dans quel ordre je parle et j'oublie ce que j'ai dit. Du coup, peut-être que c'est insupportable à écouter et peut-être que vous êtes là pour voir des vrais reviews de livres et à la place, vous avez juste moi qui est en mode en vrai, c'était trop un banger, mais je sais pas trop quoi dire dessus, mais franchement, c'était super cool. Euh, Mais là, c'est juste parce qu'on parle de livres pour ados. Voilà, après, quand on va get into the good stuff, je vais, promis, devenir un peu plus agréable à écouter. Mais là, franchement, c'est Hunger Games. Peut-être que j'en ai rien à foutre d'être cohérente. Maintenant, on arrive à la partie plus intéressante, la partie croustillante, parce que c'est un 5 étoiles que je vous présente aujourd'hui. Déjà, un de mes livres préférés que j'ai lu cette année. Un livre qui m'a chamboulé, un livre qui est tellement magnifique que je ne saurais le décrire sans comment parler de ce livre en lui donnant justice. Gros, je sais plus parler. Vous savez, quand vous voulez parler d'un truc que vous aimez beaucoup et du coup les seuls mots que vous avez c'est c'est super. Voilà, c'est comme ça que je me sens par rapport à ce livre, In the Distance de Hernan Diaz, sorti en 2017. Je ne sais pas s'il est traduit en français. Je ne pense pas. Je suis tombée sur ce livre de manière très random. Voilà, ça, je sais plus exactement. Peut-être que j'ai vu un tweet passer où il y avait ce livre, ou peut-être que c'était un TikTok. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il était dans ma liste à lire sur Goodreads et je savais même pas de quoi ça parlait. Et un beau jour, j'étais à Gibert et là je le vois pour un prix, un braquage. Parce que il est neuf, hein. Vraiment, il est 100% neuf. Ça se voyait qu'il n'avait pas été lu. Et je l'ai trouvé pour genre 5 balles. J'étais en mode. Alors ça,
Ça, je suis sûre que neuf, c'est genre, je sais pas, 17 euros, un truc comme ça. Du coup, j'étais trop heureuse et je l'ai acheté, même si je savais pas de quoi ça parlait. J'avais juste vu genre, coming of age, je sais pas quoi. Attends. Faut que j'arrive à remettre mes idées en place. Parce que j'aime trop ce livre. Comment décrire l'histoire sans en dire trop et en même temps sans... parce que la dernière fois que j'ai essayé de décrire l'histoire à quelqu'un, j'ai tellement pas réussi que en fait ça donnait juste pas envie de le lire. Alors que pour de vrai, ça vaut tellement le coup. Et en plus, bah, je vois personne parler de ce livre, alors que je le trouve génial. Ça se passe dans les années 1850 et l'histoire commence avec deux frères, très jeunes frères qui viennent de Suède et le père les envoie dans un bateau direction les États-Unis pour leur dire mes fils vous allez aux États-Unis pour bah vous savez le American Dream, gagner de l'argent parce que nous on est pauvres. Et donc les deux frères partent sauf qu'au moment où ils arrivent en Amérique, leurs chemins se séparent. Ils se perdent juste d'un coup comme ça et on suit le plus jeune des deux qui s'appelle Joaquin, écrit comme ça. J'essaie de bien le prononcer. J'ai regardé une vidéo qui expliquait comment on prononçait le A avec un petit O et tout, mais du coup, si vous êtes suédois et que je le prononce mal, vous avez le droit de m'étriper. Donc on se retrouve avec Joaquin qui est très jeune. On ne sait pas exactement quel âge il a, mais il est jeune. Et il se retrouve tout seul, complètement perdu dans les États-Unis qui ne sont même pas encore complètement formés parce qu'on est en 1850. Et il va se retrouver embarqué dans un voyage absolument horrible. Il va aller trouver des gens, puis passer d'un groupe de gens à l'autre, et puis prendre des trains, et puis marcher, etc. depuis la Californie. Et son but, c'est de rejoindre New York, parce que de base, avec son frère, il devait aller à New York. Et il se dit, mon grand frère est arrivé à New York, je dois atteindre New York pour rejoindre mon frère. Sauf que la Californie et New York, c'est un peu loin. Euh, J'explique trop mal. Bref. Et c'est pas je le dis parce que c'est pas un spoil, voilà, c'est dans le blurb et puis on l'apprend dès le début, mais là du coup vous pouvez skip si jamais vous voulez rien savoir. Mais plus il va voyager et plus il va avancer dans son périple, plus il va devenir une sorte de légende urbaine auprès des Américains, connue sous le nom de l'Aigle. Et il y aura plein de légendes autour de lui et il va devenir un peu se transformer, devenir un mythe. Je ne vous dirai pas comment et je ne vous dirai pas pourquoi, parce que c'est un voyage qu'il faut découvrir. Voilà, c'est la prose de ce roman. Je la bois à la paille, je la déguste, c'est du caviar. Il y a un chapitre précisément, genre je lisais et puis ça prend un peu de temps avant de comprendre, vraiment avant de s'habituer au style d'écriture et de rentrer dans l'histoire. Et moi vraiment le moment qui m'a fait déclic, je crois que c'est chapitre 6, où bon, c'est pas vraiment un spoil. On rencontre un personnage, une sorte de scientifique, naturaliste, qui dans ses idées se rapproche un peu des les transcendant, trans, le transcendantalisme dans le mouvement littéraire, vous savez, avec Walt Whitman, Thoreau, etc. Et vraiment, il y avait des pages entières où j'ai été mais éblouie par la beauté de la littérature, ce qui était dit. L'histoire est belle et c'est à la fois hyper cruel et à la fois poétique et onirique et juste tout ce que j'aime et c'est triste, mais en même temps, t'as un petit peu d'espoir et puis il y a un côté limite, genre, il y a rien de fantastique, mais il y a un côté fantastique dans les événements, dans ce qui se passe, dans ce que vit le personnage. Et aussi le voyage à travers ce monde inconnu qu'est les États-Unis en pleine ruée vers l'or,
à une époque où le pays n'est même pas construit, en fait. C'est un bébé pays, c'est un nouveau-né. On traverse des déserts, des endroits où il y a rien. Et là, il y a limite un côté un peu genre science-fiction où tu as l'impression d'être sur une autre planète. Et j'ai lu une interview ultra intéressante de l'auteur que vous pouvez lire même sans avoir lu le livre. Si jamais vous n'êtes pas sûr et que vous voulez vous faire une petite idée, c'est vous cherchez juste Hernan Diaz interview The Paris Review et c'est l'article qui date de 2017 parce qu'il y en a deux parce qu'il a écrit un autre roman entre temps, mais c'est l'interview qui date de 2017 de Paris Review et où il parle un peu de son processus d'écriture et des idées qu'il avait derrière la tête et tout. Et c'est tellement intéressant. Il parle notamment du fait que il est jamais, enfin, il a jamais visité les endroits qu'il décrit, même s'il a vécu aux États-Unis, mais pas dans ces endroits-là, pour que ça... Et pourtant, tu vois que le livre est énormément recherché. Genre, il y a beaucoup de recherches derrière, mais pour des trucs très précis. Mais par contre, pour décrire un peu l'environnement et décrire genre ce que le personnage voit, eh ben, on est dans sa tête et lui, il est dans un environnement qui est complètement alien. Et donc, il y a une volonté dans la description des endroits et des animaux qu'il rencontre où t'es autant perdu que Hwaken, en fait. Tu connais pas, tu comprends pas. Et vraiment, j'adore. J'espère que je vous donne envie de le lire sans trop en dire non plus. Et vraiment, je sais qu'on est que en avril, mais si ça finit pas dans mon top 10 de l'année, faut le faire. Genre, ça voudrait dire que j'aurais lu des livres encore mieux que ce banger. 10 livres mieux que ça va être difficile à trouver, je pense. Je tiens aussi à dire que le livre était finaliste pour le Pulitzer en 2018, c'est marqué dessus. Voilà. Rien que ça. Ensuite, ça c'est le livre que j'ai dû lire pour le book club auquel je fais partie. Je vais leur faire de la pub parce qu'elles sont très sympas. Si vous êtes lesbienne en région parisienne, que vous aimez lire et que vous parlez anglais, et ben il y a un book club qui s'appelle Safink Paris. On lit des livres de lesbiennes. Voilà, c'est géré par deux américaines très sympas. Et des fois je viens et c'est cool. Donc ça c'est Notes of a Crocodile de Chiu Mao-chin. Il a été traduit en français, je crois que c'est Les Carnets du crocodile. C'est un classique de la littérature lesbienne chinoise et taïwanaise. C'est sorti dans les années 90, en 94, mais en 94 en chinois, mais la première traduction anglaise date de 2017. Donc c'est pas si vieux que ça. Vous en avez sûrement entendu parler déjà si vous êtes sur BookTok ou BookTube, je sais pas. Je sais que moi j'en avais beaucoup entendu parler et que du coup ça faisait genre 2 ans que c'était dans ma TBR et j'étais très contente de pouvoir le lire. Surtout qu'en plus j'adore cette maison d'édition. Les couvertures sont trop belles, voilà. Ça se passe à Taipei dans la fin des années 80 et on suit une narratrice qui écrit dans des carnets. Le livre est divisé en 8 notebooks et chacun a des petits chapitres très très courts. Mais du coup, dans ces carnets, elle nous raconte sa vie et sur l'espace de quelques années, alors qu'elle a entre genre 19 et 22 ans sur la durée de l'histoire, donc sa vie et les difficultés qu'elle a à accepter sa sexualité, son lesbianisme, son désir envers les femmes et notamment la relation très compliquée et toxique qu'elle a avec une fille de son école, qu'elle tombe amoureuse, elles ont une relation bizarre et puis c'est un peu on and off et en classique lesbian fashion, elle ne peut pas passer à autre chose et c'est que du yearning et c'est
un roman très très dur parce que c'est assez horrible ce qu'elle dit et ce qu'elle pense d'elle-même parce que elle se déteste un peu en fait, cette narratrice. Elle a beaucoup de mal à accepter son lesbianisme en même temps avec le contexte politique de l'époque. Tu m'étonnes. Je pense qu'avant de le lire, c'est important de juste de rechercher le contexte historique de Taïwan par rapport aux personnes LGBT parce que j'avoue que c'est un truc un peu important et c'est pas explicitement décrit dans l'histoire, c'est insinué, genre c'est un petit peu expliqué, mais j'avoue qu'au bout d'un moment j'étais en mode attendez mais je comprends pas trop et en fait une fois que j'ai cherché le truc j'ai mieux compris. Mais par contre j'ai peur de mal l'expliquer du coup je vous laisse faire vos devoirs. Voilà. Et le côté original de ce roman, c'est que en plus de du coup la narration de la narratrice qui est surnommée Lazy, qui nous raconte sa vie, la narration est entrecoupée de petites scénettes métaphoriques où ça nous parle d'une société avec des crocodiles qui portent des costumes d'humains pour se cacher et se fondre dans la société parce que sinon ils sont pas acceptés et une fois que la société découvre l'existence des crocodiles, il commence à y avoir tout plein de merde et les médias commencent à s'emparer de l'information et dire oh mon dieu, il y a des crocodiles parmi nous, comment vivent-ils, comment ça se fait, comment c'est possible. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose, genre les homosexuels? Et donc, bah, la vie de l'Asie est intercoupée de ces scénettes autour des crocodiles. Ou d'ailleurs, apparemment, en chinois, crocodile, c'est un slang pour dire lesbienne. Tout comme le surnom de la narratrice qui s'appelle Lazy, en chinois, pour dire un slang pour dire lesbienne, c'est Lala. Et ça vient de là. Donc, l'impact de ce livre. Et perso, j'ai adoré. J'ai pas... En mode, j'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a des trucs où j'ai moins accroché, etc. Pour ça que je pense que c'est pas un roman qui est parfait. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un... Je veux pas dire que j'ai passé un très bon moment parce que c'était pas très... C'est pas une lecture joyeuse. Mais en même temps, j'ai passé un bon moment parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le livre. J'ai trouvé super intéressant. C'est tellement bien écrit. Vraiment, il y a des phrases... Je me tue. C'est une écriture qui est hyper métaphorique. Et moi, j'adore. Voilà, je me nourris de ça un petit peu. J'adore. Quand c'est fleuri, quand ça regorge de métaphores, mais que c'est bien fait, que c'est bien écrit, parce que des fois c'est mal écrit. Quand c'est bien écrit, j'adore. Je mange ça au petit déjeuner. Bref, j'aime beaucoup. Aussi, il y a plein de références à de la littérature ou des films, notamment le cinéma d'auteur européen. Et j'aimais beaucoup les rêves parce que en tant que cinéphile, j'étais en mode j'ai la rêve. Bon, je me suis fait spoiler un film qui était dans ma watchlist. Non, du coup, j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave, je lui pardonne. Et c'est très original dans la manière dont c'est écrit. Je saurais pas comment expliquer. Je pense qu'il faut vraiment genre le, le voir par soi-même. Je recommande. Et aussi, je pense que c'est surtout un livre qui va beaucoup toucher les personnes, les lesbiennes qui ont eu du mal à accepter leur sexualité et qui ont ressenti beaucoup de honte, beaucoup de guilt, beaucoup de dégoût face à leur désir et ce qu'elles ressentaient parce que bah, c'est exactement euh, ce que ressent la protagoniste. Moi, j'ai moins relate sur ce côté-là juste parce que bah, je n'ai pas ressenti ce genre d'émotion par rapport à mon propre lesbianisme, mais je pense que pour les personnes concernées, ça doit hit beaucoup plus fort. Genre, c'est très très triste, mais j'ai pas pleuré. Je m'attendais à chialer ma race et j'ai pas pleuré. Donc, je pense que c'est juste parce que j'ai pas pu m'identifier au personnage, mais elle a des facteurs très relatable, je pense, pour pas mal de personnes. Voilà, et ça parle aussi beaucoup de dépression, parce que bah voilà, donc c'est
c'est super, super sympa, petite lecture, feel good, etc. Je recommande. J'aime aussi beaucoup la manière dont les démonstrations d'amour sont tout le temps reliées à genre une forme de violence un peu dans le livre. Je saurais pas comment expliquer, mais ça donne des trucs très très intéressants où c'est en mode ah je t'aime tellement que j'ai envie de t'ouvrir les entrailles ou je sais pas quoi, que ce soit métaphorique ou vrai par rapport à certains personnages du livre. Si vous savez, vous savez. Du coup, j'adore. Et j'ai très envie de lire l'autre roman de l'autrice qui s'appelle Last Words from Montmartre. Euh, Très très triste parce que elle s'est suicidée à 26 ans et je crois que du coup le dernier livre c'est un peu entre guillemets une lettre de suicide qui a été publiée de manière posthume, donc je crois que ça va être encore plus triste que ça. Mais euh, j'ai tellement aimé la manière dont c'était écrit que j'ai hâte de lire ça aussi. Moi, on me donne des lesbiennes et je suis content. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un essai, c'est La terreur féministe de Irène, que je n'ai pas sur moi parce que c'est un cadeau que j'ai fait à ma femme. Et comme je suis greedy, je lui ai piqué pour le lire avant même qu'elle l'ait lu. Du coup, bah, il n'est pas à moi, donc je l'ai pas avec moi. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est un très très court essai sur bah, la terreur féministe et les actes de violence faits au nom du féminisme, une sorte de entre guillemets apologie de la violence féministe, mais entre guillemets non pas en mode il faut tuer des gens c'est bien, mais t'as capté parce que elle en parle dans l'introduction de l'essai, c'est que on a tendance à tout le temps répéter oui mais de toute façon le féminisme n'a jamais tué personne, c'est faux. C'est faux. Et elle le démontre avec ce livre qui. C'est juste en fait prend plein de femmes différentes qui ont contribué à cette révolte violente féministe. Et elle va raconter leur histoire de manière très très simple, avec un langage très très simple, très, très simplifié. On dirait juste que c'est juste ta pote qui te raconte une histoire. Des fois, j'ai trouvé que c'était même un peu trop simple. Genre, j'aurais bien aimé que ce soit plus long et plus détaillé, mais ça se voit que c'est très recherché. Et franchement, c'est une bonne. Enfin, moi, j'ai bien aimé en tant qu'entrée de jeu dans le truc. Ça m'a donné envie de me renseigner plus sur ces différentes histoires et de compléter un peu la lecture avec autre chose, parce que c'est vrai que c'est très très court. Mais c'était aussi super intéressant et je pense que c'est une lecture importante. Ça ouvre un peu les yeux sur, au cas où on n'est pas au courant, les actes de violence qui se passent dans le monde. J'ai appris des choses sur certaines femmes, certains mouvements féministes. Je trouvais que c'est très intéressant. En plus, la toute première histoire racontée dans le livre, c'est l'histoire de la peintre Artemisia Gentileschi, qui est une de mes peintres préférées. Du coup, j'étais contente. Voilà. Très cool expo au musée Jacques Marandré, d'ailleurs. Bref. Mais donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'en vrai c'était super court, très très sympa. Je recommande pour encore plus avoir envie de mourir et d'être misandre. Let's go! Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que je fais une booktubeuse pas trop terrible. Voilà. En vrai, c'était plutôt court. En fait, je sais pas combien de temps dure cette vidéo. Je m'attendais à ce que ce soit plus long, mais j'avais pas tant de livres que ça. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai lu plus de trucs parce que j'avoue que il y avait 5 livres, mais il y en a 3 où j'ai pas beaucoup parlé parce que vas-y, Hunger Games, pas grand chose à dire. Anyway, merci. Si on ne se connaît pas déjà, n'hésitez pas à me follow, à vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, sur Goodreads et sur Letterboxd. Voilà, c'est le même pseudo partout, Pinky Rocks, avec 2 i sur le deuxième i et un e quelque part par là. Des bisous. Ciao!